Donc nous allons voir les signes axiaux de la maladie de Parkinson, voir ce qu'on entend par signes axiaux, l'impact que ça a en termes de diagnostic et surtout en termes de traitement, les particularités de ces signes. Alors de quoi s'agit-il quand on parle de signes axiaux? On parle de signes qui concernent l'axe du corps au niveau encéphalique ou au niveau du tronc. Alors plus précisément, au niveau de l'extrémité céphalique, ça va être les problèmes de contrôle de la voix, donnant une voix mal articulée. Dans notre jargon, on parle de dysarthrie. Ça va être des troubles de contrôle de la déglutition, avec des fausses routes, avec des renvois de nourriture, des difficultés pour avaler. Et puis au niveau du tronc, ça va être des problèmes de marche et des problèmes d'équilibre. Alors, ces signes axiaux ne sont pas observés chez tous les patients atteints de maladie de Parkinson. Généralement, vont survenir en cours d'évolution. Et puis, tous les signes axiaux ne vont pas apparaître forcément chez un patient donné. Certains peuvent avoir des troubles de la parole, une dysarthrie, et d'autres uniquement des problèmes de troubles d'équilibre. Puis certains ont un peu de chaque. Donc, chaque patient a sa propre formule, comme c'est généralement le cas dans la maladie de Parkinson. Alors, on va essayer de mieux comprendre la spécificité de cette motricité axiale en la voyant en contraste de la motricité dite périphérique, c'est-à-dire la motricité des membres. Donc, quand on parle de motricité périphérique, donc motricité des membres, du membre supérieur, du membre inférieur, on a une motricité qui est très latéralisée. C'est-à-dire que le contrôle de la motricité de mon membre supérieur gauche et de mon membre inférieur gauche, ça se situe vraiment dans mon hémisphère cérébral droit, et pratiquement que là. Et inversement, pour mon hémicorps droit, qui va être contrôlé par mon hémisphère gauche. Cette motricité périphérique, hémisphérique, est fortement sous l'influence de la présence de la dopamine. Et donc, dans la maladie de Parkinson, quand il va y avoir un manque de dopamine, il va y avoir des difficultés gestuelles périphériques, maladresse de la main, un pied qui traîne un peu, comme on le reverra sur la marche dans quelques instants. La motricité axiale, elle, a un contrôle qui est bihémisphérique, qui n'est pas d'un seul côté. En fait, les deux côtés du cerveau vont être impliqués dans le contrôle de la voix, de la déglutition, de l'équilibre et de la marche. Et ces systèmes qui sont bihémisphériques sont en plus assez peu modulés par la dopamine. Ce qui va avoir pour conséquence que quand ils se développent dans la maladie de Parkinson, rapporté au patient de la dopamine va avoir un effet seulement partiel, voire absent, pour corriger ces symptômes. Par contre, cette motricité axiale est sous la dépendance de multiples systèmes, ce qui ouvre des possibilités de compensation. C'est-à-dire quand un système est atteint à cause de la maladie de Parkinson, pour contrôler un certain signe axial, d'autres systèmes vont pouvoir compenser et on va pouvoir renforcer ces autres systèmes et ça va être tout l'objet des approches rééducatives qu'on verra tout à l'heure. Alors, première catégorie de signes axial, les troubles de la marche. Alors, les troubles de la marche peuvent être d'origine périphérique. Lorsqu'il y a une moindre motricité d'un membre inférieur, ça va donner un pied un peu traînant à la marche, un pied qui va avoir tendance à accrocher. Ça, c'est périphérique. Généralement, ça va être amélioré par l'apport de dopamine. Donc, c'est un symptôme qui va bien répondre au traitement dopaminergique. Par contre, il y a d'autres types de troubles de la marche qui, eux, vont être moins dopaminergiques. C'est le cas en particulier de ce qu'on appelle le freezing of gait en anglais, ou piétinement, ou blocage à la marche, et d'un autre phénomène plus rare qui est la festination. Alors pour vous illustrer ce que sont freezing of gait et festination, le plus simple est de les voir sur une brève vidéo où j'ai mimé ce type de trouble de la marche. Alors le freezing of gait, au départ, il va se manifester au démarrage. Vous voyez, au démarrage, le pied reste collé au sol et puis le pas se poursuit de façon correcte. Au démarrage, le pied est collé et puis le pas est correct par la suite. Puis avec la progression du freezing, il va être présent au démarrage toujours, mais aussi dans des situations
plus difficiles, comme faire un demi-tour, passage d'une porte. Voilà, demi-tour difficile par le freezing, et puis la marche reprend son pas normal. Et puis quand le freezing est très sévère, on va le voir au démarrage et au cours du pas, rendant la marche très difficile, pouvant provoquer des chutes en avant et pouvant aller jusqu'à l'impossibilité totale pour le patient de marcher. Donc ces freezing of gait peuvent être en partie améliorés par la DOPA, mais pas toujours. Et puis le phénomène de féstination, qui est plus rare, une espèce de programme de marche automatique avec une marche qui se fait à toute allure, à petits pas, très difficile à contrôler par le patient. Ça peut se terminer par une chute ou la rencontre violente contre un obstacle. Deuxième type de trouble axial, les troubles de l'équilibre. Alors au départ, c'est simplement une sensation de moindre équilibre sur des situations où il faut un plein équilibre, comme la marche sur un trottoir étroit, monter sur une échelle, un escabeau, ou sur un terrain un petit peu instable. Et du coup, dès qu'il y a un peu de déséquilibre, le patient sent qu'il récupère un petit peu moins du déséquilibre. Puis ensuite, ça va être des chutes qui vont être provoquées par des obstacles, l'accrochage des pieds sur un tapis, ou l'accrochage sur une pierre sur un chemin, ou sur le bord d'un trottoir. Et donc, le déséquilibre provoqué ne va pas être corrigé et le patient va tomber. Et puis, quand le trouble d'équilibre va s'aggraver, ça va être des chutes spontanées, qui sont généralement des chutes en arrière qui ne préviennent pas et qui peuvent être à l'origine de traumatismes parfois sévères, de fractures, de plaies. Au départ, c'est quelques chutes par an, puis quelques chutes par mois. Et puis, quand les chutes sont trop nombreuses, la marche n'est plus possible en bonnes conditions de sécurité et le patient doit rester en fauteuil l'ensemble de la journée. Alors, c'est une cause majeure de perte d'autonomie, ces troubles d'équilibre. Ça peut entraver le maintien à domicile du patient à cause du risque de chute et conduire à l'institutionnalisation. Troisième type de trouble axial, l'atteinte de la voix, la dysarthrie. Au départ, ça va se traduire par une voix un peu plus monotone, moins articulée, il y a moins de hausse dans le ton de la voix. Puis ça va être une voix qui va manquer un peu de puissance. On dit hypophonique, le patient a tendance à chuchoter, on l'entend moins bien. Et puis la voix est moins articulée, le patient a du mal à se faire comprendre, l'entourage demande de répéter. Au départ, la difficulté peut être nette, par exemple au téléphone, où au téléphone on a du mal à comprendre le patient, puis ensuite en communication avec d'autres personnes, puis ensuite même en communication en colloque singulier. Et à l'extrême, on peut aller jusqu'à une voix complètement inaudible qui peut être extrêmement invalidante. Alors il y a un cas particulier, on peut observer parfois un freezing de la voix, par analogie au freezing de la marche qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est en quelque sorte un bégaiement où le patient, quand il veut parler, va avoir sa voix qui va bloquer. Donc par exemple, si je veux vous expliquer ce qu'il en est de ce freezing de la voix. C'est assez rare, mais ça peut s'observer parfois. Les mécanismes à l'origine du freezing de la voix sont probablement différents des mécanismes des autres types d'atteinte de la voix. Les troubles de déglutition, eux, sont généralement tardifs dans la maladie de Parkinson. Ils se traduisent initialement par des fausses routes, donc des passages du liquide dans les bronches. Au début, c'est plutôt avec les liquides ou avec quelques morceaux. Et puis, quand les troubles s'aggravent, ça va gêner la prise du bol alimentaire, empêcher que les calories soient suffisamment ingérées et être à l'origine d'une perte de poids chez le patient. Alors l'impact de ces signes axiaux est sur le diagnostic. Lorsque les signes axiaux sont présents précocement dans une maladie de Parkinson, surtout chez des gens pas trop âgés, avant 70-75 ans, il faut évoquer la possibilité d'une autre maladie neurodégénérative que la maladie de Parkinson. Ce sont des maladies plus rares que la maladie de Parkinson, comme l'atrophie multisystème, où il va y avoir à côté des signes parkinsoniens
des signes neurologiques liés à l'atteinte d'autres systèmes neurologiques, les systèmes d'équilibre, les systèmes qu'on appelle autonomes ou végétatifs, donc avec des fluctuations de tension artérielle, des baisses de tension artérielle très fortes, des problèmes de contrôle des sphincters pour uriner, pour la défécation, des problèmes de la voix, de déglutition qui sont assez précoces. Et puis une autre maladie neurodégénérative rare aussi, qui s'appelle la paralysie supranucléaire progressive, ou à côté des signes parkinsoniens, on va avoir des troubles d'équilibre précoce et une atteinte de la motricité oculaire, en particulier verticale. Donc quand on voit des signes axiaux, les premiers mois, première année de maladie de Parkinson, on se dit attention, c'est peut-être pas une maladie de Parkinson, mais une autre maladie neurodégénérative. Chez le sujet plus âgé, ça peut être présent, ces signes axiaux assez tôt, et c'est lié au fait que dans le cerveau plus âgé, il va y avoir à côté de lésions de maladie de Parkinson, d'autres lésions cérébrales, d'autres lésions neuronales liées au vieillissement, liées à des lésions vasculaires associées. Et puis ces signes axiaux ont surtout un impact thérapeutique. Comme on l'a vu, la genèse de ces signes axiaux est quelque chose qui n'est pas très modulé par le système à dopamine. Ce qui veut dire que les traitements dopaminergiques, qui sont l'essentiel des traitements médicamenteux dont on dispose dans la maladie de Parkinson, ne vont être que peu ou pas efficaces pour corriger ces signes axiaux. Alors ils peuvent avoir quand même une efficacité partielle, il faudra toujours essayer d'ajuster au mieux le traitement dopaminergique pour améliorer les signes axiaux, en particulier pour le freezing of gate, qui peut répondre partiellement au traitement dopaminergique. On peut utiliser aussi un médicament comme l'amantadine, qui joue sur un autre système de neurotransmission, le système glutamatergique, et qui parfois, chez certains patients, améliore un petit peu la marche, un peu l'équilibre, parfois. Surtout, ce qui va être très important, ça va être les approches non médicamenteuses rééducatives. La kinésithérapie pour la marche et l'équilibre, l'orthophonie pour la dysarthrie, mais aussi pour les troubles de déglutition. Ce qui est très important, c'est que cette rééducation prenne place tôt dans la maladie de Parkinson pour avoir un véritable effet préventif. Le principe, c'est de renforcer tous les systèmes qui ne sont pas atteints dans la maladie de Parkinson pour qu'ils soient bien armés pour compenser l'atteinte de systèmes qui peut apparaître en cours d'évolution de maladie de Parkinson et qui sera moins corrigé par le traitement médicamenteux. Alors, la kinésithérapie, très important à faire dès le début de maladie pour travailler l'équilibre, et puis plein d'autres choses sur lesquelles la kinésithérapie peut agir dans le cadre de la maladie de Parkinson. Et tout au long de la maladie de Parkinson, la kinésithérapie va être importante. À côté de la kinésithérapie, très important de maintenir une activité physique régulière, de stimuler son équilibre au maximum, et ce, dès le début de la maladie. Orthophonie, très important aussi pour travailler les problèmes de voix, et pour travailler aussi quand il y a des problèmes de déglutition, pour apprendre à mieux poser la respiration, à mieux envoyer le bol alimentaire vers l'arrière de la gorge. Là aussi, comme pour la kinésithérapie, important, c'est des exercices réguliers par le patient, de façon quotidienne, en chantant, en lisant des textes à haute voix, intérêt de participer à une chorale, à un groupe de théâtre, qui peut être des aides tout à fait concrètes chez certains patients. Alors au total, de ce qu'il faut retenir sur ces signes axiaux, à savoir ce dont il s'agit lorsqu'on parle de signes axiaux, c'est-à-dire atteinte de la voix ou de la déglutition, atteinte de la marche et de l'équilibre, avoir bien compris que ces signes axiaux sont le fait de lésions non dopaminergiques pour l'essentiel, donc ils ne vont pas être améliorés par le traitement anti-parkinsonien qui essentiellement corrige le déficit en dopamine, et que c'est surtout les approches rééducatives qui vont être utiles, à condition de les utiliser, ou en tout cas, surtout si on les utilise précocement à visée préventive. Kinésithérapie, orthophonie sont vraiment des traitements très très importants à mettre en place dans la maladie de Parkinson, et ce, même avant que les troubles d'équilibre, de marche et de voix ou de déglutition n'apparaissent.